Déjà le 4e épisode du balado, le Pack-Sac! Yeah! Salut les gars! Salut! Toujours on enregistre toujours de la maison en cette période de quarantaine, de pandémie. Peu importe comment vous l'appelez, là, on est chez nous comme vous le voyez si vous nous regardez sur YouTube, mais comme vous l'entendez si vous êtes sur l'une ou l'autre de nos nombreuses plateformes. Parce que oui, le son risque d'être meilleur lorsqu'on va pouvoir se revoir et avoir nos micros. Et si ce n'était que de mon intention, on aurait un bon son parce qu'on se rappelle que moi, cette semaine, je me déplace une fois par semaine pour aller chercher la nourriture et mon fils en même temps. Et cette semaine, c'était à ma blonde de le faire. Et fait que tu t'es pas déplacé cette semaine. Non, je me suis pas déplacé cette semaine. Fait que tu sais très bien, Suzy, c'est toi qui l'as mis dans un sac que ma blonde est allée chercher chez toi. Oui. Sur ton perron. Mes écouteurs, mon micro, pis tout. Mais il me manque mon fil XLR. Fait que je le fais avec mes écouteurs d'iPhone. Fait que tout ça veut dire que dans les prochains épisodes, il va y avoir du bon son. Promis. Ben, on espère. Non, Ben, en fait, toi, tu vas avoir du bon son. Nous autres, on va sonner comme de la merde. Ouais, mais c'est pas grave, ça. Tu sais, toi aussi, t'as un micro chez vous, Matt? Non! Ben oui, t'en as un. T'en avais un au premier enregistrement, au pilote. Il marchait pas, je l'ai retourné, puis là, vu que c'est l'apocalypse, tu peux pas m'avoir. C'est pas un service essentiel, la vente de micros en ce moment, on va se le dire. Allez, va dire ça aux chanteurs, toi, qui font des lives sur Internet. Ouais. Ils l'avaient avant, eux autres. Ouais, mais toi, t'en as pas des micros, Matt? T'es un chanteur. Je pourrais demander à Champagne qui m'en prête un, Alexandre Champagne. Alexandre Champagne, notre ami qui se filme en chantant des ballades sur Internet. C'est ça. C'est ça. Il doit avoir un micro. Je pourrais lui demander. Oui. Hey, sinon, comment ça se passe, votre quarantaine, les gars? What's up, Mathieu? OK, ben c'est les actualités, c'est ça? C'est l'heure des actualités. On fait une petite round, là. Comment ça va? Hey, moi, ça va bien. Aujourd'hui, ça fait 2 ans avec ma blonde. Aujourd'hui. On est le 1er avril, nous, dans notre monde. Et je suis très, très reconnaissant d'avoir... en fait, que la vie l'ait mis sur mon chemin. Parce que moi, dans la vie, j'étais un esti de vieux Grinch. J'étais un vieux tabarnak, OK? Ouais, je sais. J'étais un vieux tabarnak. Puis, déjà. Ouais. Puis là, tu sais, comme vu que c'est l'esti de coronavirus, je sais pas pourquoi, on a recommencé à flasher lumière comme en 1997. Puis moi, je suis comme vraiment contre ça, tu sais. Je suis comme, asti, j'haïs ça. Je veux pas. Il n'est pas question que mes enfants flashent les lumières. C'est un geste de solidarité, Mathieu. Je le sais, Jonathan. C'est ça qu'elle me dit aussi. Mais moi, ce que j'ai répondu dans toute mon estime de grinchosité, j'ai dit « Ouais, mais c'est pas parce qu'on flash les lumières, esti, que ça va ouvrir un trou noir qui va aspirer l'esti de COVID-19, hein? Ça changera focal qu'on flash les lumières, tu sais. C'est pas parce qu'on flash les lumières que Jésus insuffle du savoir dans les scientifiques de la Terre pour trouver un remède au COVID-19. C'est pour ces raisons-là, Suzy, que Mathieu est mon meilleur ami. Oui. Ces réflexions, cette façon de penser, fait qu'il y a peu de gens qui pensent comme ça, puis ça fait du bien de pouvoir se merger ensemble des fois. Ouais. Fait que chialer ensemble, ouais. Ma blonde me dit, on sait bien, toi, Jeanette, t'es trop punk, est-ce que tu peux faire la même affaire que le petit peuple? Puis là, j'ai fait comme, ça m'a cassé, là, j'ai comme fait, ouais. Ah, shit. Calice. Fait que là, j'ai dit, OK, c'est correct, flashez les lumières, flashez-les. Puis là, je suis parti comme en bougonnant. Et les enfants, cette soirée-là, ont flashé les lumières et ils étaient très heureux. Et là, j'ai compris qu'ils avaient l'impression de faire partie d'un tout. D'un mouvement. Où tout le monde est reclus. Fait que j'ai passé par-dessus mes affaires, mes shit. Puis, ton bougonnage. J'accepte maintenant que mes kids flashent les lumières. Fait que là, ton amoureuse avec qui ça fait 2 ans, réussit à te convaincre de faire des petites actions comme ça puis à casser un peu ton caractère. C'est cool. Ouais, je l'aime beaucoup. Alors, on la salue à la maison, Geneviève Proulx. Salut! Merci. Voilà, c'était mes actus. C'est cute! C'est cute pour un bougonneux, là, comme actu. Ouais. Là. Ouais. C'est très hot. Toi, Joe, what's up dans ton bureau?
Hey, mes actus, écoute, moi, tout est en train de s'écrouler. On ne sait même plus si les shows vont juste être reportés dans 6 mois, 1 an ou 2 ans. On sait comme plus rien. Fait que je finalise l'écriture du show dans les prochains jours. J'ai des lectures ces temps-ci avec les producteurs et tout. Mais la chose que je fais qui m'a surpris, ça a été j'ai commencé le ménage de mon bureau parce qu'il était bordélique et j'ai sorti des disques durs. Je les ai branchés en me disant « Hey, qu'est-ce qu'il y a là-dessus? » Et je suis retombé sur des vieux matchs d'impro d'il y a 12-13 ans, des vieilles photos des dernières années, puis j'ai fait « Hey, ça fait bientôt, mettons quoi, 12 ans que les téléphones intelligents sont là? 10-12 ans? » Et avant ça, ça fait, mettons, ça faisait 5, 6, 7 ans qu'on numérisait les photos, c'est des appareils numériques. Et tout est numérisé aujourd'hui. Je trouve qu'une simple photo, tu sais, avant, à prendre une photo, c'était un... Mettons, on prenait une photo, on faisait une photo de groupe, on mettait tout le monde ensemble, puis là, il fallait que tout le monde soit sur la même longueur d'onde pour pouvoir faire clic, puis que tout le monde soit heureux, puis que tout le monde paraisse bien. Aujourd'hui, tu prends 75 photos, puis tu choisis celle sur laquelle toi, tu parais le mieux pour la poster sur les réseaux sociaux. C'est comme l'inverse. Ouais. On fait tout ça. Et avant, je trouve que les photos, à cette heure, on les prend pour les prendre, mais on les regarde plus après. T'sais, on prend plein de photos avec notre style de nos enfants, puis après ça, on colle ça là, on s'en sac, puis on regarde plus ces photos-là. À moins qu'elle soit belle, tu dis, ah, ça se met bien sur les réseaux sociaux. C'est tout. Mais en checkant ça, j'ai fait, ah, wow, c'est plein de belles photos puis des vidéos drôles ou des choses qui me touchaient beaucoup, des gens qui sont décédés pas que j'avais oublié, parce que j'oublie pas mes amis qui sont décédés, mais de voir des vieilles photos de vieux chums qui sont plus là, des photos d'enfance de mon kid. Gilles est encore tout petit, il a juste 2 ans, mais Xavier, on dirait que j'ai oublié qu'il a eu 2 ans aussi, tu sais. Je me suis mis à ressortir toutes ces photos-là pour être super. C'est pas de la nostalgie, c'est vraiment d'apprécier cette pandémie-là. J'ai réalisé qu'on prenait pour acquis beaucoup de choses dans la vie, dont des petits soupers d'amis que je trouvais banals, puis que là, je donnerais n'importe fucking quoi pour sortir de chez nous. Ben, ces photos-là me font du bien. Ces vidéos-là me font du bien. De voir des vidéos de matchs d'impro d'il y a 7 ans avec des jokes que je trouve plus bonnes aujourd'hui parce que je suis comme Chris de jokes de gars d'impro de tabarnak. C'est très bien de quoi je parle, Mathieu, là. Ben oui, je sais. Il s'est fait une cravate avec son chandail puis il fait « Hey, Lord! » Tu sais, c'est comme « Ah, c'est des jokes de gars d'impro, là. » J'ai regardé ça pendant 1h30 hier en me disant « Qu'est-ce qu'on est bien pis on le réalise pas, tu sais. » Comme une otite, t'as mal à l'oreille, tu te rends compte que tu as une oreille quand tu as mal à l'oreille. Tu fais comme qu'est-ce que j'ai mal à l'oreille? Mais pas juste ça, là, le geste de faire le ménage de ta pièce de bureau, puis de faire le ménage à peu près tout ce qu'il y a dans la pièce et tout ce que tu avais de stocké numériquement depuis tant d'années, là, ça doit faire un bien énorme. C'est tellement un gros check sur ta to-do qui traîne là, que tu le fais jamais. Prendre le temps de faire ça, ça devait être vraiment nice. Je les ai même classés par âge de mes enfants. Tu sais, mettons, Xavier 1 an, Xavier 2 ans, j'ai mes petits dossiers. Puis je me suis dit, quand j'étais kid, j'ai vraiment apprécié que quand je suis parti de la maison, mes parents m'ont donné une boîte avec des albums photos où j'ai dit, ah, je m'en calais, je ne regarderai jamais ça, mais sourire ma mère, moi le prendre, puis moi le ramener chez nous, tu sais. Puis là, j'ai réalisé, mes enfants n'ont aucun album photo. C'est vide pour eux autres. Et Xavier, quand je lui ai montré des vidéos de « Hey, te rappelles-tu en France comment t'étais petit? » Puis là, je lui montre une vidéo de lui où je lui dis « Hey, on est où, Xavier? » Puis tu vois la tour Eiffel derrière lui, tu sais. Il crie très fort « À la crèmerie! » Parce qu'il y a une crèmerie en arrière de moi puis il pense qu'on s'en va manger un cornet. C'est ça qui l'excite là-dedans, là. Ben oui. On a ri pendant 5 minutes à reculer, le petit gars qui se calisse de la tour Eiffel, qui veut juste son cornet, puis je faisais « Hey, Bud, je t'ai fait traverser l'océan. J'ai payé des billets d'avion. Je t'ai amené à la Tour Eiffel, rendu à la Tour Eiffel. Je t'ai dit, on est où? T'as pointé la crèmerie, puis t'as dit, la petite crèmerie. On avait oublié tous les deux ce moment-là, et on a ri pendant un bon bout de temps. Fait que, bref, les photos m'ont regroundé cette semaine. C'était ça mon ouais. Toi, Veilleux, tes actus? Hey, moi, il est arrivé quelque chose l'autre fois. Là, on est dans on change d'univers complètement. On est pré-quarantaine. C'est quelque chose que j'ai pas raconté, que j'avais envie de vous parler. Et puis, je me suis dit, j'ai saisi l'occasion. J'ai subi une agression physique l'autre jour en allant travailler.
c'était vraiment spécial. Dans les nouvelles, il y a vraiment une nouvelle qui a circulé beaucoup, du moins dans mon réseau et à Montréal, comme quoi il y avait un gars qui se promenait aux sorties de métro avec un bat de baseball et qui agressait physiquement des filles avec le dit bat de baseball. C'est une nouvelle qui, je l'ai senti autour de moi, là, ça a terrorisé tellement de filles. Honnêtement, on était beaucoup plus sur nos gardes. Je suis le genre de fille qui va rentrer de sa brosse, va décider de le faire à pied, tu sais, pour revenir à la maison, même si c'est 20-25 minutes, ça me dérangera pas, je vais le faire. Pas prendre ton char parce que t'es quelqu'un de mature. Ben, je prends pas mon char pour aller brosser à Montréal, mais tu sais, c'est ça, genre, Oui, je comprends. métro fermé, bon, un 10$ de taxi, je peux m'en passer, je suis capable de le marcher. C'est quelque chose que j'ai arrêté de faire quand cette nouvelle-là est sortie, tu sais. Bref, ça a vraiment fait du chemin. Et puis là, l'autre matin, je sors du métro. Faut dire que c'est quand même centre-sud, l'endroit où je travaille. Ben, tu le sais, où je travaillais. Et puis, donc, métro Papineau, je sors, comme à tous les matins, j'ai mes écouteurs dans les oreilles, j'ai de la musique forte qui joue. C'est l'habitude aussi, c'est le quotidien. Donc, je prends le chemin que j'utilise tous les jours. Il y a de l'affichage sauvage sur un mur sur la rue de Jean-Preinte, sur Sainte-Catherine. Donc, je suis un petit peu dans ma bulle. Je suis vraiment en pleine lecture des posters qu'il y a à côté de moi. Et je me fais rentrer dedans. Il y a un gars qui prend ses 2 mains sur mes 2 épaules, me plaque dans le mur où l'affichage sauvage est affiché. Et puis, je dérinche là, complètement. Là, je suis rentrée dans le mur. J'ai entendu clouc-clouc dans le haut de mon dos, dans mon cou. Et là, tout de suite, mon réflexe, ça a été de lever mes bras. J'ai vraiment eu peur que ce soit le gars au bat de baseball qui me violentait pour aucune maudite raison. Et là, donc, je lève mes bras, je le regarde, puis comme tout de suite, là, moi, j'ai pas de frères et sœurs dans la vie, là. Je me suis pas vraiment beaucoup chicanée, j'ai pas vraiment confronté de gens, beaucoup, je me suis pas battue dans ma vie. Fait que j'étais tellement comme déstabilisée par ce qui se passait. Fait que là, j'ai gueulé après, j'ai dit « C'est quoi ton hostie de problème? » Pour finalement me rendre compte que j'avais affaire avec un gars qui était complètement out of this world. Il y avait un gros sac de recyclage plein de bières, de canettes, de bouteilles. Et puis là, il me gueulait après, c'était peu compréhensible. Là. Il me disait « Toujours dans mon chemin quand je passe ici, est-ce que pute? » Et j'étais là « Ah, oh, shit, OK, c'est ce genre d'individu. Ouch! Je suis tellement... » Tu sais, j'étais complètement à l'envers. Puis en même temps, j'étais super fâchée après lui. Puis tout de suite, là, j'avais vraiment de la peine pour sa situation. Là. Je me disais « Pauvre gars! » Ses parents, tu sais, genre, tout de suite, je pensais à d'autres choses. Mais là, c'est ça. Là, fait qu'on s'est crié après rapidement. Il est parti. J'avais la chienne. Je tremblais de partout. J'avais des larmes qui coulaient. J'étais fâchée. Et puis là, en regardant furtivement autour de moi, je me suis aperçue qu'il y a eu plein de témoins. Il y a plein de gens, finalement, qui ont vu ça, dont une de mes collègues. Et puis là, je suis tombée sous le regard de ma collègue. Ça m'a tellement fait du bien de juste faire comme « Ouf! Je viens pas de rêver tout ce qui vient de se passer. J'ai des témoins. » Cette fille-là que je connais est tout de suite venue me voir et m'a dit genre « Aïe, aïe, ça se peut pas, c'est impossible, qu'est-ce qui vient de se passer, tu sais. » Fait que, vas-y, Jo, ouais. Oui. Quand tu dis il t'a pogné par les épaules, là, ouais. Il y a de quoi j'ai pas compris, c'est tu marchais, mettons, puis il t'a pris par les épaules, puis il t'a lancé parce qu'il t'a pris de dos, il est arrivé dans ton dos ou face à toi? Face à moi. Il est arrivé sur le côté. Genre blindside, là. Blindside, ouais. Exactement. Il s'est poussé. Là, il s'est vraiment juste glissé devant moi, m'a poussé. Et puis, mais hey, j'ai tellement eu peur, là. J'ai tellement eu peur, les gars, là. Je pensais que j'allais me faire découper. Tu sais, j'étais là. Puis, des fois, c'est bon de se faire shaker comme ça. Des fois c'est bon d'avoir des petits rappels que, ben oui, je suis confortable. Ben oui, Montréal, je me sens vraiment comme si c'était chez moi. Puis, c'est ma ville et tout. Mais c'est une ville où il y a tellement d'individus différents qui ont des vies complètement différentes. Oui. Puis,
faut être plus sur nos gardes, c'est ça que je veux dire. La petite beaucerone en moi qui a envie là, de sourire aux gens sur la rue, là, c'est pas la bonne place pour ça. Mais Pas en ville. Question, Mathieu? Fait que ce que tu nous dis, Ouais. c'est que c'est le temps de s'acheter un gun. Le gars, il a peu compris. Moi, j'attendais juste le go, là. Moi, j'ai entendu. Ouais, c'est ça, exactement. Mais pour rappeler ton histoire, là, moi, ce qui me fascine de ce type d'histoire-là, c'est que, ça me surprend pas. J'ai habité à Hochelaga pendant 9 ans. Fait que, je veux dire, des histoires de même. Si je me suis fait cracher dessus, mon fils s'est fait cracher dessus, il s'est fait rentrer mis dans un canal devant lui. Fait que tu fais, ben là, la personne se sauve en courant, puis c'est un junkie, puis il court tout croche dans le milieu de Sainte-Catherine, puis tu fais, j'abandonne-tu mon enfant de 3 ans pour aller péter la gueule à un junkie? Ah non, je vais économiser mon argent, m'acheter une maison, puis décoller ça à Saint-Hilaire. mais tu vois, au début, les 2-3 premières années que j'étais là, j'étais agressif envers les gens comme ça. Ouais. Je raconterai une fameuse bagarre à un moment donné dans une retenue, dans un épisode à venir. Cool. Justement dans ce quartier-là où il a fallu que je sauve mon bébé de 2 ans et mon ex. Je jugeais beaucoup les gens jusqu'à temps qu'à un moment donné, tu réalises que ces gens-là, comme tu l'as super bien dit tantôt, ont fucking besoin d'aide. C'est des quartiers où justement la gentrification arrête plus d'écloîtrer de plus en plus dans des petits secteurs. Et puis ces gens-là, à un moment donné, man, ils ont fucking besoin d'aller une place. On peut pas les rejeter. Ces gens-là, ils existent. Toute société. Exact. Des gens qui ont des problèmes de consommation. Et tu peux pas les repousser tout le temps. Et il faut que tu apprennes à vivre avec ces gens-là. Et que même si tu t'achètes un beau condo à Montréal, ces gens-là existent, tu l'as super bien dit, il faut que tu sois consciente que Montréal, c'est une ville où il y a de tout. Oui, c'est multiculturel. Oui, il y a plusieurs budgets qui sont sur une même rue. Asti, moi, il y avait un gars qui avait un Hummer, puis j'avais une pute asti, qui me proposait des blowjobs à tous les matins. Il n'y avait aucun lien entre les deux. Ce n'était pas le pimp de la pute qui avait le Hummer, mais vraiment un gars qui allait travailler au centre-ville. Fait que, sur une même rue à Montréal, tu peux voir différents budgets de même, il faut en être conscient. Je trouve que c'est c'est bien parce que plusieurs personnes auraient sauté et auraient frappé le gars. Tu comprends? Toi, oui, puis moi, je me disais, ce gars-là, s'il s'en était pris à un gars, comment ça aurait terminé, cette situation-là? Moi, j'ai levé mes bras, j'ai eu peur. Je connais des gars un peu nerveux qui auraient effectivement réagi autrement. T'sais. Mais tout dépendant de l'âge de la personne, je pense qu'au-dessus de 30 ans, si t'es un tilteux, tu vas frapper pareil, mais tu vas avoir le réflexe, mettons, de te pogner par le collet, d'étirer ton main et de faire « Hey, je peux pas taper sur un gars qui a de la misère à se tenir debout. C'est ridicule. Je suis envenime, la situation. Oui. Mais j'avais le goût de partager ça. Je me dis qu'il y a peut-être d'autres filles qui ont subi ce type de situation-là. Pas cool. Je compatis en tabarouette. Fait que là, on vient de passer une demi-heure là-dessus. Ben oui, nos actus sont vraiment... On n'est pas capable de faire des actus de 6 minutes, comme on se dit. On va s'améliorer, Mais c'est quoi, je pense que les gens vont aimer nos actus. Ben oui. On est vraiment 3 personnes qui parlent dans... Tu sais, les gossants, là, moi, j'ai une grande gueule, vous le savez, en esti, là. Ça n'a pas de sens, là. Non. C'est incroyable. Une grande gueule. Tu viens-tu, en secondaire 3, quand j'étais assis dans le fond de la classe, je parlais avec Pete. Tu sais, vous connaissez les deux, mon chum Pete. Salut, Joe Pete! Tu viens-tu comment on a parlé, tu sais, souvent, dans une classe qui n'avait aucun sens, tu sais. En secondaire 5 aussi, c'était comme le nombre de fois que le prof disait « Jonathan, qu'est-ce que tu fais? Hein? C'est quelque chose que tu peux raconter à toute la classe? » Tu fais « Oh, t'envoies pas le micro! T'envoies pas le micro, je m'en viens! » Moi, avec, tu sais, quand t'es placé selon ton nom de famille, ben moi, oui, c'est ça, veilleux, dans le fond, ça prenait quelques semaines avant, ça prenait quelques semaines avant qu'on me devance en avant de la classe, en avant de la rangée, du moins. Mais toi, veilleux, là, c'est un nom extrêmement populaire en Beauce. C'est comme le nom, tu sais, c'est des Tremblay. Non, c'est une rumeur, ça, c'est pas vrai. Il y a beaucoup de veilleux, il y a beaucoup de poulains dans Beauce-Sud, là d'où je viens. C'est pas nécessairement le cas dans Beauce-Nord, puis c'est vraiment pas aussi pire que les Tremblay au Saguenay. Ah, moi, j'étais persuadée. Ben, tu vois, tu viens de défaire un mythe de la Beauce. Ouais. Moi, mais dans ma tête, les veilleux, tu me dis quelqu'un, son nom de famille, c'est veilleux, c'est sûr qu'il vient de la Beauce, pas moi, tu comprends? Comme Tremblay, c'est sûr qu'il vient de Saguenay ou du Lac, tu sais.
Ouais, mais je comprends pourquoi. Ton lien n'est pas mauvais. C'est juste que il n'y a pas autant de. Tu sais, ça prend pas 8 pages dans le bottin téléphonique. Bottin téléphonique, vous savez c'est quoi? Wow! Vous vous en souvenez? Wow, les gros bottins de téléphone. Hey, ça, c'était tellement le fun. Mathieu, te rappelles-tu? OK, ça, c'est pour la retenue, OK? Stock à retenue, parce que là, ça, c'est pas clean. Les enfants ne peuvent pas entendre ça. Si vous désirez avoir accès à la suite de cette anecdote, abonnez-vous à la retenue, la version non censurée du pack-sac disponible sur Patreon à seulement 3$ par mois. Mais Louis-Philippe Ruel nous a écrit sur Facebook, il nous a dit vraiment une belle amorce que votre podcast. Bien content d'être allé all-in avec le Patreon. Vous êtes allumés, il y a une chimie qui change le plomb en or. Puis en plus, vous m'aviez fait connaître plein d'affaires que je connaissais pas. Des bandes de punk de filles qui rock comme dans le temps, comme L7, Chris de bons souvenirs. Et à un gars qui vient du Mordor, mettons. C'est de la grosse shit en cap-lock. Juste out au 2e. Et là, on est rendu au 4e déjà. Merci, Louis-Philippe. C'est bien fin, ça, de sa part. C'est full fin. Hey, est-ce qu'on se lance dans nos matières? Est-ce qu'on commence le cours? On commence le cours officiellement, mais je veux pas être le premier qui passe. C'est toujours moi qui passe en premier. Moi, je veux le faire. Moi, je veux le faire. OK, c'est Mathieu. OK, donc, je m'installe dans mon Lazy Boy. Regarde tout le monde, j'ai un Lazy Boy sur le bord de mon bureau. Parfait. Ah, ça vous donne le goût, ça, de nous suivre sur YouTube. Joe, dans un Lazy Boy. Vas-y, viens-t'en, mon Mathieu. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais récemment, dans les actualités, en fait, il y a peut-être 1 mois et demi, 2 mois, il y a Martin Scorsese qui a fait une espèce de sortie là, contre les films de super-héros. Oui. Ça vous dit quoi? Bon, il comparait le cinéma de Marvel à plus un parc d'attractions qu'à du véritable cinéma. Oh. Fait que j'ai décidé de faire... je vais commencer mon oral. Aujourd'hui, ça va être 5 comics de super-héros pour ceux et celles qui pensent ne pas aimer les super-héros. Mais je vais commencer ça par une lettre aux fans, aux geeks échaudés par Martin Scorsese. Okay? C'est bon. Alors, récemment dans le monde du cinéma... Je parle bien, je suis comme Manal Drissi, OK? Récemment... Dans le monde du cinéma, on a entendu le très respectable Martin Scorsese chialer contre les films de Marvel en clamant qu'il n'était pas véritablement du cinéma, mais plus des manèges de parcs d'attractions. Francis Ford Coppola en a rajouté. L'humoriste Mark Maron a traité les geeks de fanatiques de Marvel de grown male nerd child. Et les geeks se sont outrés. Et moi, ça m'a bien fait rire parce que Chris, c'est vrai. Les comics depuis 30 ans. Ça fait 30 ans que je suis les aventures mensuelles de personnages fictifs qui, partant dur, me ramènent dans le confort de l'enfance éternelle. Mes comics sont comme la doudou ou le suçage de pouce que personne ne m'a forcé d'abandonner. Mais c'est correct, je l'assume et je n'en veux pas à Martin Scorsese, Coppola ou Mark Maron. Les super-héros de comics autrefois aimés par les mésadaptés sociaux et les kids mal dans leur peau sont aujourd'hui la pierre angulaire de l'entertainment de masse. C'est comme si chaque nouvelle toune qui sortait à la radio était une toune des Ramones. Au début, tu te dis « Wow, c'est fucked up le monde dans lequel on vit ». Et à un moment donné, tu te vois qu'il y a tout le temps le même Christy formule de bridge refrain. Et à ta grande surprise, tu te surprends à te dire toi-même « Tu vois, je commence à m'ennuyer de Jet Rotal, genre. » Que Martin Scorsese dit, c'est pas « Si t'as aimé le film Black Panther, t'es un esti de paysan. » Ce qu'il dit, c'est bien correct, mais à cause de ça, il y a juste ça qui se fait. Même que Citizen Kane, aujourd'hui, ne pourrait pas se faire. T'as beau capoter sur Marvel, j'espère que tu sais que Black Panther puis Citizen Kane, ça se compare pas. Au contraire, là, t'as l'air épais, c'est comme si tu disais « Hey, le gros, il est correct Mozart, mais moi, je trouve qu'il est pas meilleur que Tiesto. » Fait que pour toi, mon collègue geek échaudé dans l'espoir de construire un pont entre notre monde et celui de Martin Scorsese, j'ai fait une liste de 5 comics pour ceux et celles qui pensent ne pas aimer les super-héros. Parce que moi, je pense que tout le monde aime un peu les super-héros, même si tu dis... oui. Je pense que si t'aimes le storytelling, si t'aimes les histoires, il y a sûrement un truc de super-héros qui peut répondre à tes besoins. Premièrement, on commence ça avec le numéro 1. Numéro 1. C'est magnifique. Black Hammer.
Alors, ça? Black Hammer, c'est un comic c'est écrit par Jeff Lemire, un Canadien, et c'est publié chez Dark Horse Comics. Donc, Dark Horse Comics, c'est un peu comme, si on compare aux majors, Marvel et DC, Dark Horse serait peut-être le 3 ou 4e là, en termes d'importance, mais c'est quand même un indépendant, je pense. Oui. Est-ce que tu voudrais ouvrir la bande dessinée qu'on voit les dessins à l'intérieur? Parce que moi, si j'y achète une bande dessinée... Oui. Ça, c'est du bon audio, hein? Ça, c'est écœurant dans un podcast, là. Mais maintenant, on va être sur YouTube, je crois. Oui, on va être sur YouTube dans celle-là. Je sais pas si on les voit bien, mais le style est un peu... tu sais, c'est un peu indie comic, là. C'est pas, très le joli. genre. C'est très beau. Alors, très, très beau. Black Hammer, c'est 5 super-héros qui, après une bataille, comme il y en a tout le temps dans les comics conventionnels, ils se retrouvent coincés sur une ferme dans une petite ville d'où il est impossible de s'échapper. OK? Donc, la prémisse, c'est un peu comme la série Lost, mais avec des super-héros. Ce qui est génial là-dedans, c'est que c'est un peu l'inverse d'une histoire de super-héros normale. Parce que, tu sais, mettons, on prend Superman. Donc, Superman, c'est Clark Kent qui quitte la ferme pour s'en aller s'émanciper dans la ville, devenir Superman. Tu sais, vous voyez? Black Hammer, c'est le contraire. On part d'un univers de super-héros puis on se retrouve restreint à un petit huis clos. Et c'est là que les super-héros vont comme apprendre à gérer leur shit, comme on dit. Parce que les personnages sont très humains et sont troublés. On a le vieux super-héros d'une autre époque qui a de la difficulté à trouver un sens à sa vie et qui, là, commence à trouver l'amour avec une genre de madame serveuse dans un restaurant. On a une super-héroïne adulte qui est coincée éternellement dans le corps d'une petite fille, tu sais. Fait qu'elle fume des tops, elle sacre, puis elle est comme malheureuse parce que tout le monde pense qu'elle a 4 ans. Puis, il y a un super-héros qui, en plus d'être un extraterrestre, est également homosexuel et doit faire constamment face à l'ostracisation. C'est bien hot, ce cartoon-là. Ouais. C'est vraiment, je le conseille vraiment. Numéro 2. Numéro 2. J'ai l'impression qu'on a... Oh. Invincible. Là, vous voyez rien, hein, parce que c'est à l'envers. Hein? Non, ça fonctionne. Vous voyez? OK, parfait. Ouais. Alors, les Invincibles. Ben, c'est pas Les Invincibles, c'est Invincible. Alors, c'est fait par Robert Kirkman, qui est également le scénariste de The Walking Dead. C'est le créateur de The Walking Dead. C'est publié par Image Comics. Image Comics, j'en ai parlé tantôt, c'est un des 3 ou 4 plus gros majors, mais indépendants en même temps. Fait que c'est pas la grosse machine qui est en arrière de tout ça. Ça raconte l'histoire de Mark Grayson, un adolescent qui est ordinaire. Il va à l'école, il flippe des burgers. Mais l'affaire, c'est que son père, c'est Omni-Man, OK? C'est le genre de Superman de cet univers-là, OK? C'est comme si ton père, c'était Superman. Et, mais l'affaire, c'est que ça chie très, très vite parce que il se rend compte, genre, dans les 10 premiers numéros, que son père est en fait le premier de sa race d'extraterrestres qui vient pour progressivement envahir la Terre. OK? Donc, son père, c'est une fucking snitch. Vous voyez, c'est important. C'est comme si tu es dans l'ombre de ton père parce qu'il est plus hot que toi. Puis là, tout le monde tripe dessus. Puis là, toi, en plus, tu réalises que ton père, le monde tripe dessus, mais c'est pas la bonne affaire parce que c'est une snitch qui s'en vient tout baiser ce monde-là qui l'aime. Exactement. J'aime ça. Bon. Alors, tu sais, c'est sûr que, dit comme ça semble un peu conventionnel. On a des super-héros, des méchants, oui. Mais ce qui est génial là-dedans, c'est que, un peu comme The Walking Dead, tu vois que Robert Kirkman ne joue pas avec les figurines de quelqu'un d'autre. Tu sais, parce que il joue dans son carré de sable avec ses bébelles. Tu sais, c'est pas comme un scénariste qui doit écrire, mettons, Batman ou Superman, qui sont des personnages qui appartiennent à des corporations. Tu sais, je veux dire, ils sont sur des pyjamas, ces super-héros-là. Tu peux pas faire ce que tu veux avec. Lui, il fait ce qu'il veut avec. Tu peux avoir un personnage que t'aimes qui meurt n'importe quand là-dedans, et c'est ce qui fait que ce comic-là est incroyable. C'est violent, c'est humain en même temps aussi, puis ça permet d'aller où les autres comics ne vont pas. Donc, je ne crois pas, par contre, que Joe, le dessin, va tant te parler... Mais il ressemble-tu à Walking Dead? Parce que j'avais adoré les Walking Dead.
Walking Dead, non, le style de dessin Walking Dead est un peu plus indie comics que ça. Ça, c'est très... Tu sais, ils ont vraiment puisé dans le médium. Tu sais, c'est super-héros. Fait qu'ils sont allés à fond dans le look super-héros plus grand que nature. Mais ce qui est génial, c'est que tu peux te permettre du drama plus profond qu'un comic où tu es limité dans ce que tu peux faire avec les personnages. Ouais, je comprends. Exactement. C'est au récit de super-héros ce que The Walking Dead est au truc de zombies. C'est le pousser au maximum. Au max. Bien joué! Donc, j'y vais tout de suite sans tarder avec mon numéro 3. Numéro 3. Superman Red Son. Là, je pense que Joe, ça, c'est pour toi, ce comic-là. Oh! Ouais, c'est écrit par Mark Miller et c'est publié par DC Comics. Alors, Miller, c'est celui qui a fait 300. Non, ça, c'est Frank Miller. Ah, je pensais que c'était le gars qui a fait la BD des 300, là, le dessin. Mais Mark Miller, lui, quand il est parti tout seul de son bar, il a fait Kick-Ass. Ah, OK, oui. C'est un grand, lui aussi. Là. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Kick-Ass, c'est un film, Suzy. C'est un excellent... Ouais, je le savais. Ah, ouais! Mais merci, là. Kick-Ass, tu peux suivre. C'était bon, j'aurais dû en parler parce que ça aussi, c'est le genre de comique pour les gens qui n'aiment pas nécessairement les super-héros. J'en parlerai un autre jour. Je trouverai un angle. Alors, Superman Red Son, ça raconte l'histoire de... Ben, en fait, tout le monde connaît l'histoire de Superman. Mm-hmm. Tu dis, la connais-tu, toi? Même moi. Bon, un bébé dans une fusée que ses parents ont mis là parce que sa planète va exploser. Il est envoyé ici, il arrive au Kansas, puis il devient un super-héros. Tout le monde sait ça. Mais là-dedans, ce qu'on raconte, c'est... le scénariste pose la question de qu'est-ce qui serait arrivé si, admettons, cette fusée-là, au lieu de s'écraser aux États-Unis, s'était écrasée en URSS. Donc, c'est fucked up! C'est très cool. Ouais. Donc, c'est à travers cette prémisse-là différente, mais quand même familière, on fait une analyse profonde de c'est qui Superman, puis, tu sais, est-ce que son côté bien est inné ou acquis? Dans le sens que, est-ce que si tu arrives à quelque part, est-ce que ça va changer nécessairement qui tu es fondamentalement? Oh, est-ce que ton entourage peut t'influencer jusqu'à devenir quelque chose qui serait moins naturel pour toi? Là? Ouais. Exactement. Donc, si ton côté inné est d'être gentil, mais c'est vrai que tu nais, mettons, dans un esti de pays extrémiste entouré d'extrémistes, est-ce que l'inné génétique vient à être modifié? Hey man, c'est une esti de bonne question. Et pour vrai, moi, c'est une de mes histoires préférées de Superman, là, même si c'est comme ça, même s'il est communiste là-dedans, puis que je pas tant comme moi, j'haïs ça, les communistes, en fait. J'aime pas tant les capitalistes non plus, mais tu sais, il y a quelque chose dans l'austérité du communisme qui me plaît pas, tu sais. Puis, mais par contre, c'est ça, je trouve que c'est vraiment une très bonne histoire et que vraiment, ils ont fait un bon travail d'analyse du personnage. Je vais y aller sans plus tarder avec mon numéro 4. Numéro 4. Gotham Central. Alors, si je vous dis la ville de Batman, vous allez dire... Gotham. Voilà, Gotham. J'aurais aimé ça que vous me répondiez, genre... D'autres choses. Bois-brillant. Bois des filions. Bois des filions. Batman à Bois des filions. Chris, qu'il n'y a rien à faire là, man. Alors, Gotham Central, c'est l'aventure de la force de police qui non seulement vit dans l'ombre de Batman, mais qui doit jour après jour faire face aux criminels les plus fucked up du monde. Et là, vous aurez deviné que je ne parle pas du dude avec un mullet bleaché sur le crystal meth dans Tiger King. Tabarnak, on peut en parler quand même de ça? Hey, je l'ai même pas vu, là. Hey, non, mais on fera un spécial juste là. Ah, pas le choix. Là. On prendra notre personnage. Parenthèse, Joe. Ces personnages-là dans Tiger King, t'aurais voulu les inventer, t'aurais pas pu. Ben oui. Je suis certaine, les gars, que vous avez créé des parodies qui poussaient moins que ça. C'est la vraie vie. Alors, je ferme cette parenthèse. Mathieu, je réouvre ta parenthèse 2 secondes pour te dire que le peu que j'ai vu avec les memes qui circulent sur Internet, ça m'a donné l'impression d'être des personnages à la Jared S. Oui, mais pire que ça. Ben voyons donc. Oui. Ben, c'est pas une blague.
Jared S, là, c'est Napoléon Dynamite, là, Napoléon Dynamite, Gentleman Broncos, Nacho Libre, des petits personnages avec des cheveux bleachés en coupe longueuil, un peu weird. Ouais, mais c'est grave, là, c'est raw, là. Tu sais, Danny McBride, là, le comédien Danny McBride, là, qui fait toujours des hosties hillbilly. Oui. Ben, tu vois, tous les personnages là-dedans auraient pu être joués par Danny McBride, dirigés par Jared S. Ça donne une idée avec du Crystal Meth. Alors, on ne parle pas de ce gars-là, mais on parle des méchants de Batman comme Two-Face, le Joker, Mr. Freeze. Donc, moi, dans la vie, là, j'ai ça, les shows de police, là, tu sais, genre CSI. C'est-tu que tu suis la police dans ce... C'est quoi? Tu suis le quotidien de la police de Gotham? Oui, c'est ça que je trouve cool là-dedans. C'est que moi, actuellement, les trucs de police, j'haïs ça. Mais ça, je trouve ça très bon parce que c'est pas genre une affaire de police avec un méchant à chaque semaine de comment ont-ils tué, puis là, il y a comme une enquête de procédure, puis tout. Non. Là-dedans, c'est à mi-chemin entre le film de police rugueux des années 70, là, à la Dirty Harry, à la French Connection, Serpico, puis ces trucs-là. Mais le dessin un peu sombre fait penser beaucoup à la réalisation de David Fincher. Je sais pas si vous connaissez les films comme Seven, Zodiac, la série Mindhunter sur Netflix, c'est du David Fincher. Donc, si vous aimez un peu cette ambiance-là, c'est ça, je vous conseille vraiment. Gotham Central, des bonnes intrigues policières, détectives, glauques. J'y vais avec mon numéro 5. Numéro 5. Dark Knight, A True Batman Story. Alors, c'est écrit par Paul Dini et c'est le récit autobiographique du cartooniste. Je ne sais pas s'il y a un terme français pour ça. En tout cas, c'est un gars qui travaillait sur des cartoons dans les années 90 comme Tiny Toons, les Animaniacs, Batman The Animated Series. Bref, ce scénariste-là, un soir, en 1993, s'est fait battre dans la rue, qui a subi une agression assez hardcore, où il a été vraiment, vraiment amoché. Et là, vous vous demandez, mais pourquoi il y a Batman dans cette histoire-là? Ben, c'est ça. C'est l'histoire de ce gars-là qui, à travers son expérience traumatisante, vient à halluciner puis à s'entretenir avec les personnages qui ont marqué à la fois son enfance et son parcours professionnel de scénariste de cartoon. Oui. Et pourquoi est-ce que je pense que Martin Scorsese l'aimerait, celle-là? Ben, en fait, c'est parce que c'est pas pantoute une histoire de super-héros, c'est le récit du drame humain d'un homme qui vient à trouver un symbole d'espoir et de courage à travers sa passion pour les super-héros. Tu sais. Donc, c'est ça. Ça conclut mon oral. Bravo, Mathieu! Bravo, Mathieu! Hey, pour vrai, moi, je veux absolument la Superman communiste. Là, une version dessin animé qui est sortie de genre un mois de ça, que j'ai trouvé cool. Là. Elle est moins complète, mais elle est quand même cool. Mais j'aime les cartoons, mais je m'attends vite devant la télé à cette heure. Ouais, je comprends. On dirait que la bande dessinée, la lire, me plairait plus. Ce qui est cool du comic, c'est que t'es le propre réalisateur du storyboard. Tu vas faire le rythme toi-même. Comme ça. Je comprends. J'aime mieux le lire que de le voir en cartoon. Et mon autre question par rapport à ton oral, c'était est-ce que tu as commencé avec le numéro 1, mais est-ce que c'était ton préféré ou c'était le numéro 5 ton préféré? Oh non, il n'y a pas d'ordre particulier. Là. OK, c'était vraiment les 5 pour toi, tu les conseilles à du monde qui ne traite pas sur les bandes dessinées dans la vie. Qui ne traite pas nécessairement sur le concept de super-héros. Mais de super-héros. Ça vient, c'est des comics qui viennent un peu chercher une certaine profondeur dans le genre, puis qui viennent. J'aurais pu parler de Watchmen aussi, mais Watchmen, je me le garde pour une autre fois. Où je vais vouloir parler des comics en période apocalyptique. Excellent. Et ma deuxième question, Mathieu? Ta troisième. C'est déjà ma troisième? Ça va vite. Ça va si vite. Quand je bois du vin, tout va vite. On a cru remarquer pour les gens qui t'ont regardé faire ton oral sur la vidéo, tu as les ongles noirs. Est-ce que tu t'es frappé la main dans une porte de char, là, tous tes ongles sont pourris et vont tomber? Ah non, c'est mes enfants qui m'ont fait ça. Ben, je trouve ça cool. Je vais sûrement comme m'en faire tout le temps maintenant. Excellent. Emo forever.
Tu vas pas jouer dans le band metal, là, Ghost, quelque chose, ça va te mettre à te maquiller, man. Ouais. C'était cœur, hein? Ils ont des masques, hein? C'est pas du maquillage. Ouais. C'est des Ah, masques. pour vrai? Ah, excusez-moi, Ouais. excusez-moi, les fans de Ghost. Merci. Moi, du monde, pour qui c'est l'Halloween quand ils vont jouer de la musique, fuck that, hostie. Hey, Bon, hey, ouais, oui, c'est ça, t'as peur, là. On s'en reparlera Je dans sais, les un deux, autre vous êtes des épisode. fans, fait que... Hey. Mathieu, on va retrouver toutes tes suggestions sur nos réseaux sociaux aussi. Alors, aujourd'hui, dans le cours de musique avec Suzy, de quoi tu nous parles? Aujourd'hui, il y aura une thématique, c'est le karma. Non, le karma, on va en parler dans l'introduction de mon sujet. C'est que, voyez-vous, au début 2019, mon bon chum Joe Roberge me dit « Yo, as-tu la nouvelle? Bikini Kill se réunit pour 4 shows seulement. Il y a une date qui est à New York. Je sais que tu n'es jamais allé. On y va. On se paye ce trip-là. » L'affaire, c'est que quand ça fait 20 ans que tu n'as pas fait de show, les billets que tu sens s'envolent fucking vite. Alors, on s'est retrouvés sur un site de revente à payer la peau des fesses pour aller voir le 10 spectacles. Mais on était super contents. Tu sais, c'est Bikini Kill, puis c'est les seuls shows de réunion qu'ils vont faire ever. Mm-hmm. C'est ce Fait qui que est le premier annoncé. Est-ce que j'ai le droit de dire combien j'ai payé mon fucking billet? On a payé 350 $ chaque billet. On a payé 350, un billet Léa, un billet Suzy, un billet pour moi. On a splitté le gaz, on est descendu à New York, on a loué des chambres d'hôtel, on a mangé au restaurant, on était là 3 fucking jours. Moi, j'avais déjà vu New York plein de fois, puis je me suis dit, Suzy l'a pas vu, moi, il m'a montré les spots cool. On a fait le tour, on a eu du plaisir. Je dis pas qu'on n'a pas eu de plaisir. Mais on est allé voir le show de Bikini Kill qui était, soit dit en passant, excellent. Excellent. Complètement malade. Oui, c'était le... Regarde, je sais que ça va être ça ton oral, mais les filles... Oui, c'est ça. Tu sais aucunement ce que je vais oublié. dire, là. Vas-y. Vas-y. Fait que c'est ça. On était à New York le 1er juin 2019, finalement. Gros show. On achète le plus de merch possible parce que, tu sais, on veut se vanter rendu au Québec qu'on a vu ce band-là en live, nous autres. Ben non, le 6 novembre dernier, Bikini Kill a annoncé une tournée nord-américaine en 2020. Et puis, il s'arrêtait à Montréal le 18 mai prochain au MTLUS. Là, on comprend que tout est en suspens. Mais moi, ça me permet de dire « Karma! » Parce qu'on était tellement fiers d'être les seuls au Québec à avoir vu ce show-là. Et puis, c'est pas exactement ce qui est passé. Mais... Parenthèse, Suzy, je lève ma main. Excusez-moi d'intervenir durant ton oral. Le nombre de personnes qui m'ont dit « Attends, t'as vu Bikini Kill en show? » C'est « Ouais, excuse-moi. » Ou le monde me dit « Ah, t'as un hoodie des Bikini Kill? » « Ouais, je les ai vus en show. » « T'as vu le Reunion Tour à New York? T'as réussi à avoir des billets? » « Ouais, je les ai vus en show. » Tous ces gens-là m'ont dit « Hey, tu savais qu'ils venaient à Montréal? » Là, j'avais juste fait un petite cave qui disait « Ouais, j'ai payé 350$ le billet. » Ah, fuck Bikini Kill. Exactement. Alors là, les filles étaient supposées de passage à Montréal au mois de mai. Ils vont sûrement reprogrammer ce spectacle-là. Ça serait vraiment triste que ça n'arrive pas. Je vous le souhaite, en fait. Donc, tant qu'à ne plus être unique du tout à avoir vu ce show-là. Aujourd'hui, je vous dis 10 choses que vous devez savoir sur Bikini Kill qui sont vraiment des game changers du mouvement des Riot Girls. We're Bikini Kill, and we want revolution! Girls don't know! Bikini Kill, qui est un groupe de punk rock américain formé en 1990. J'avais 3 ans, vous comprendrez que je les ai connus un petit peu plus tard. Et puis, ces filles-là, c'est vraiment les pionnières du punk féministe. C'est un groupe qui est considéré comme précurseur du mouvement des Riot Girls. De par son propos antisexiste et extrêmement radical. Donc, vous comprendrez que leurs paroles sont ultra politiques, leurs concerts sont explosifs et puis ils ont vraiment inspiré plusieurs générations de jeunes femmes à prendre des guitares puis à commencer leur propre groupe. C'était vraiment ça leur but, elles, de faire comme... C'est pas plus aux gars qu'aux filles d'animer la scène musicale. Riot Girl, ça s'écrit Riot Girl, G-R-R-R-L, donc on peut aussi dire grrr. Et c'est vraiment ça, la bonne image de ce que ce mouvement-là représente. C'est des filles qui n'ont pas peur de montrer leurs dents.
Donc, c'est un groupe très, très à propos en 2020. Ça peut pas être plus actuel. Les choses vont quand même mieux pour les femmes aujourd'hui si on se compare à l'époque où Bikini Kill a commencé. Mais quand on pense qu'il y a encore des politiciens qui tentent de dévaloriser les droits des femmes en matière de reproduction, coucou l'Alabama, que les femmes sont encore payées moins cher que les hommes pour le même travail, qu'il y a encore trop de victimes d'agressions sexuelles, ben on se dit que cette lutte-là est loin d'être terminée. Et puis la vérité, c'est qu'en 2020, c'est le moment idéal pour une résurrection de mouvements comme le Riot Girl. Alors, je vous dis aujourd'hui pourquoi Bikini Kill ont influencé, ont vraiment changé ce mouvement-là en 10 points. Point numéro 1, et là, je ne veux pas la petite musique de bar qui fait pam, 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 mais juste point numéro 1. Elles ont rendu la musique pas mal plus inclusive pour les femmes. Bikini Kill était en aucun cas le premier groupe de punk qui rassemblait des filles. C'est pas ce que je veux dire, hein. Dans les années 70, il y avait The Slit, The Runaways, Blondie, ben d'autres encore, mais en exprimant aussi clairement leur opinion politique, la nécessité pour les femmes de récupérer leur espace lors d'un spectacle et dans la société. C'est vraiment eux qui ont provoqué ça, une véritable révolution punk qu'elles ont créée, qui a créé vraiment la voie pour les femmes ensuite. Elles sont battues pour être acceptées comme groupe. Ça a permis aux autres femmes et aux autres personnes qui répondaient pas nécessairement aux normes d'hommes blancs d'entrer facilement et de faire ce qu'elles veulent. Fait que ça, c'est très important. Point numéro 2. Cling! Elles sont peut-être un des groupes féministes les plus respectés et les plus influents aujourd'hui, sauf que dans les années 90, c'est pas tout le monde qui était fan dès le début. On pourrait même dire qu'ils ont mangé pas mal de schnout. En fait, il y a vraiment certaines personnes qui les détestaient. À l'époque, on avait qualifié leur show de war, carrément. Il y avait des hommes qui allaient souvent simplement pour leur crier des insultes. C'était super violent. Ils ont reçu plusieurs menaces de mort vraiment de façon récurrente. Les skinheads apportaient des chaînes à leur spectacle puis les jetaient sur le groupe live qui jouait. C'est épouvantable, là. Mais ce qui est fou de cette époque-là, du punk, il y a eu un 20-30 ans où c'était trash aller voir des shows punk. C'était plus comme nous aller avec notre petite pinte aller voir un show de Millencolin, là. C'était pas ça, là. C'était des gens qui avaient des convictions puis qui se battaient contre d'autres gens qui avaient pas les mêmes convictions. Exact. Et c'était monter au front avec ce que toi t'avais à dire. C'était pas de l'écrire dans un statut Facebook, c'était de monter avec ton band sur une scène. Et moi, c'est ce qui m'a fait tomber en amour avec Bikini Kill. C'est quand j'ai su, parce qu'au début, leur musique venait pas me chercher. Je trouvais pas ça assez mélodique, je trouvais ça je peux comprendre. Criard pour rien. On dirait que, de l'extérieur, ça me faisait pas tant triper. Je dirais qu'au fin des années 90, début 2000, j'ai eu une phase un peu plus garage, genre dans le punk. Et c'est quelqu'un qui m'avait dit, un d'autre, tu sais, Mathieu, tu travaillais avec lui au Music World, il y avait des genres de dreads bleachés. C'est pas grave, qui? En tout cas, ce gars-là, il m'avait dit, tu connais pas les Bikini Kill? Je dis, moi, les filles punk, je sais pas, on dirait que la voix, faut vraiment qu'elle vienne me chercher, tu sais. Il m'en fait écouter, je dis, non, ce band-là, je l'aime pas. Et là, il s'est même parlé à ta minute. Ces filles-là, le monde leur crache dessus, puis ils restent sur scène. Ce band-là, il y a genre, et là, quand il s'est mis à me dire que ces filles-là restaient sur scène, quand le monde leur pitchait des objets, les gens voulaient interdire leur show, les skinheads venaient battre le monde qui venait à leur show. Là, j'ai fait « Holy fuck! » Donc là, je me suis mis à triper sur leur musique et je me suis mis à aimer leur côté... À connaître le mouvement des Riot Girls aussi. C'est ça, c'est ce mouvement-là, tu sais. Parce qu'avant ça, pour moi, c'était pas du bon punk. C'était du faux punk garage de filles qui crient, puis je comprenais pas ce qu'ils voulaient dire exactement. Puis il y a une vingtaine d'années, j'ai trippé là-dessus, puis là, on me dit « Ouais, mais il n'existe plus. » Fait que bref, c'est pour ça que je l'ai payé le 350$, mais continue. Et voilà, c'est une parenthèse. Non, mais c'est très vrai. Hey, point numéro 3.
Ces filles-là ont inventé le terme girl power. Moi, je suis une enfant des années 90. J'ai donc trippé sur les Spice Girls et j'étais, comme vous vous en doutez, Jerry. Ah, Et Jerry, puis... c'est ma préférée. Yeah! Moi, tu t'es appris sexe, moi. Mais bon, je pense que c'est pas approprié avec le sujet avec lequel. Mais je criais toujours girl power. J'avais l'impression de faire partie d'un mouvement. J'avais l'impression que, tu sais, les filles étaient mises de l'avant, etc. Mais non, c'est vraiment Bikini Kill qui a inventé girl power et qui l'a amené au grand public dans le milieu des années 90. Et puis, ils ont vraiment influencé plus large que ça avec ce terme-là. Alors, chapeau à elles. Point numéro 4. Elles ont fait des concerts, des espaces elles ont fait des concerts, des espaces sûrs pour les femmes. C'est honnêtement pour ce point-là que je les aime le plus. Je suis une fille, je vais régulièrement dans des shows rock. Et puis, c'est ça, là, il y a quelques années, si tu étais une fille puis que tu faisais, t'embarquais dans un slam ou tu faisais du body surfing, tu n'en sortais pas indemne. Là. Il y avait des mains baladeuses qui en profitaient pendant que tu étais là. Puis c'était comme normal à ce moment-là, alors qu'aujourd'hui, pas du tout. C'était comme, on prenait pour acquis. Si tu vas là, ben ça se peut que tu fasses toucher les boules puis c'est toi qui cours après. Tu sais, les choses ont changé c'est ça. aussi. Les choses ont évolué. Non, mais c'est vrai, c'est ça que je disais. Si tu pognes un gars à faire ça en 2020, tu sais, le voisin ne restera pas de glace, il ne trouvera pas ça normal que ça arrive. Mais comme la majorité de la foule fait des gars habituellement, ben c'est ça. Les filles, on se sent peut-être moins à notre place dans un trash. Et Bikini Kill a amené l'expression « girls to the front ». C'est aussi la France qui est synonyme avec le mouvement des Riot Girls. Ça a été utilisé par tout le monde. Et puis, Bikini Kill, ce qu'ils ont fait, dans le fond, c'est qu'ils ont commencé avant leur spectacle, ils disaient Girls to the front ». Alors, les gars se reculaient, les filles venaient en avant. Ça permettait à la fois aux filles de vivre un spectacle de rock devant, d'avoir leur propre pit, de trasher et tout. Et ça créait une espèce d'espace de sécurité entre la foule, qui souvent détestait Bikini Kill, et le groupe. Donc, il y avait comme une barrière de protection entre les skinheads pas fins puis le groupe qui était sur la scène et qui essayait juste de faire un show. T'sais. Mais ce qui est brillant, parce que quand j'avais 15-16 ans, je chantais avec une fille qui s'appelait Marjorie, puis c'était une tripeuse de punk, puis on allait voir plein de shows ensemble. Puis elle ne pouvait jamais me suivre en avant de la scène. On ne pouvait jamais être proche, on ne pouvait jamais être sur le parterre parce que c'était trop dangereux pour elle. Et ce type de mouvement-là fait en sorte que les filles, il y en a des filles qui tripent sur ce type de musique-là, aujourd'hui, ils peuvent aller voir des shows et aller en avant. Puis comme tu dis, les choses ont évolué. Tu sais, aujourd'hui, si tu vois une fille se faire toucher une boule dans un show, c'est parce que justement, tu as été conscientisé par des bands à la Bikini Kill et compagnie. Parce que avant, c'était pour acquis de faire comme je t'ai dit tantôt. Tu t'en vas là, tu cours après si tu te fais toucher les boules. C'est ce qu'on pensait. Tu comprends? À force de se faire dire par... Non, mais on était cave, oui, mais on ne savait pas qu'on était cave. Il y a une différence entre le cave qui continue à l'être une fois que tu y as dit, et le gars qui, moi, avant, c'est vraiment... Je suis pas gêné de dire... Je le disais à mon ex, tu sais, pourquoi tu chiales si tu t'es fait pogner les boules? T'es allé faire ça. C'est sûr que les gars vont le faire, ils sont cons. Mais à un moment donné, à force de te faire dire par un band, puis à lire les paroles de ce band-là ou à écouter les documentaires de ce band-là, ben, c'est ce qui fait évoluer justement les situations. Tu comprends? Ouais. Point numéro 5 des 10 choses que vous devez savoir sur Bikini Kill qui sont vraiment des game changers du mouvement Riot Girl. Elles ont parlé du viol, elles ont parlé d'agression sexuelle sur scène, elles ont offert à leurs fans du soutien pour dénoncer leurs agresseurs ou simplement parler de ce qu'elles ont vécu. Faut savoir, là, sur la chanteuse Kathleen Hanna a elle-même abordé ça en premier. C'est elle qui a parlé des violences sexuelles dont elle a été victime quand elle était jeune, de viol, du fait que les hommes catcallent les femmes dans la rue. Et puis, ensuite, il y a des fans qui la rejoignaient après le spectacle, et puis qui lui parlaient de leur expérience similaire, puis qui la remerciaient parce que ça leur avait fait du bien d'entendre quelqu'un parler d'une situation qui finalement était semblable, puis de la dénoncer aussi fortement. Et puis elle encourageait finalement les victimes qu'elle rencontrait à dénoncer, à porter plainte. Donc on est très pré-MeToo, mais c'est franchement intéressant d'avoir créé cette ambiance-là, d'avoir influencé dans ce sens-là. Il faut savoir que la chanteuse, justement, Kathleen Hanna, elle travaillait dans un centre d'accueil de femmes victimes de violences conjugales
ou de femmes qui avaient subi des viols. Alors, c'est pour ça qu'elle était très conscientisée à la chose, mais d'en parler aussi publiquement et de prendre parole et de donner et d'influencer les femmes à en parler en 1990, bravo d'avoir fait ça. Point numéro 7. Elles ont influencé... Attends un peu, je pense que je suis au point numéro 6, en fait. Point numéro 6. Je suis au point numéro 6. Point numéro 6. C'était pas juste un groupe pour les femmes. Le fait que Bikini Kill soit un groupe féministe, ça signifiait pas qu'il s'adressait uniquement aux femmes. Le groupe original comprenait même un guitariste, Billy Curran, qui ne figure pas dans la Reunion Tour. C'est maintenant Erika Dawn Lilly qui prend sa place. Mais leur spectacle était aussi accueillant pour les hommes qui étaient là pour la musique quand les hommes ont comme cessé de les attaquer, mettons. Point numéro 7. Elles ont influencé tout le monde, des acteurs d'Hollywood aux plus grands groupes de punk. L'influence de Bikini Kill se fait vraiment sentir et vraiment visible sur la musique depuis le début des années 1990. Elles ont activement inspiré des personnalités comme Kim Gordon, Karen O, Pussy Riot, Brody Dale, la chanteuse de Distillers, qui, on en avait parlé à un moment donné, mais j'aimerais vous rappeler un beau potin que j'ai sur Brody Dale. Brody Dale, c'était la femme, l'épouse de Josh Homme de Queens of the Stone Age. Hey, je savais pas ça, moi. Oui. Des splits. C'est fini. No fucking way! C'est terminé. La fille est rendue, elle est libre? Libre comme l'air, Joe. Et pour les filles, je dirais le même commentaire. Joshua Home est libre. Oui, c'est le cas. What? Ouais. Ouais. C'est cool, là, vraiment. Dernièrement, Ouais, qu'ils mais étaient ensemble. elle n'avait pas des genres de gros problèmes de consommation, cette fille-là? Bonne question. Tu vois, je connais sa vie amoureuse, c'est pas sa vie de consommation. Ouais, Je suis comme pas certaine, honnêtement. Mais tu sais, c'est ça. Son ex à elle, c'est le chanteur de Rancid. Ouais, Tim Armstrong. Ouais, exactement. Ouais, moi, j'ai jamais digéré hein, Que- qu'elle s'en aille avec l'autre roue. Là. Elle l'a sacré là pour Josh, effectivement. Ben bon! Retourne avec Tim Armstrong, là. Lui, il croque. Lui, c'est un vrai. Lui, c'est un vrai Ton air. Non, moi, je suis Team Josh là-dessus. Queen of the Stone Age. Qu'est-ce que c'est ça? Qui c'est qui aime Ah, ça? attends une minute. C'est Moi! Team Queen of the Moi! Ah! Avant Ben oui! Rancid? Hein? Ouais, Quoi? Oh shit. Écoute, je Ouais. crois que ce podcast ne pourra plus se faire. Queen of the Stone ouais. Age avant Ouais. Rancid. ouais, moi, je suis... oui, j'ai été définitivement plus influencée par le stoner rock de Queens of the Stone Age que de Rancid. On va en reparler dans notre top Non, 10, ne meilleures te chansons défile de pas, tous les temps. tabarnak. On va pas scraper mon oral pour ça. Là, il me reste 2 points à dire, man. Vas-y. Oh oui. Vas-y! On va t'écouter, ouais. Mais c'est moins crédible en tabarnak. Point numéro 8, Bikini Kill ont vraiment lancé 2 slogans qui ont été très emblématiques. Premièrement, Girls to the Front, on l'entendait d'ailleurs tout à l'heure, qui est un slogan que vous n'entendrez probablement pas dans le spectacle que vous irez voir au Métropolis cette année, parce que la chanteuse Caitlyn a déclaré qu'elle n'a plus besoin de dire ça, parce que les filles maintenant sont devant le stage. Fait que ça, c'est vraiment cool. C'est une belle... Ouais, gros win, exact. Et puis, le second que vous entendrez probablement, c'est We are Bikini Kill and we want Revolution Girls Town now! Elle commence le show en criant ça. Exactement. Point numéro 9, elles sont battues contre le body shaming et sur la perception des femmes à travers tout ce qu'elles ont créé. Dans leur zine, qui étaient des publications punk, do it yourself, qui étaient très, très, très populaires au début des années 90, c'est d'ailleurs ce qui est à l'origine du nom de Bikini Kill, c'était un zine que les filles publiaient avant d'avoir le projet musical. Dans leur zine, c'est ça, elles étaient vraiment pro-féministes, vraiment égalité hommes et femmes. Et dans les spectacles, Caitlyn, la chanteuse, elle est souvent en soutien-gorge, vraiment pas pour provoquer ou pour causer de la nudité ou pour comme attirer les regards sur son corps. C'est vraiment juste au même titre que combien de chanteurs rock terminent leur spectacle en bedaine. En chess. Ouais, Alors, exactement. Alors, pourquoi elle ne pourrait pas le faire? C'est très chouette. Dernier point, point numéro 10. C'est elle qui
elle au pluriel, Bikini Kill, qui aurait inspiré à Kurt Cobain la célèbre phrase Smells like Teen Spirit. Oui, je te le dis. Je vais partager une vidéo sur notre page Facebook d'une entrevue qui se passe justement avec Caitlyn où elle explique ça. Justement, c'est elle qui aurait eu cette influence-là. Intéressant, non? Intriguant. Oui, vraiment, mais je pense qu'ils ont déjà fait des shows avec Nirvana. Il me semble que j'avais déjà vu des vieux flyers circuler. 90, 93, ouais. Ouais, peut-être, à vérifier. Je crois que j'avais vu à un moment donné quelqu'un qui. Ça se peut que ça soit aussi un hoax, mais c'était comme genre 4 piastres, puis c'était Nirvana, puis il y avait, mettons, 6 autres bands, dont Bikini Kill, puis tu fais what Metallica, 4 piastres. The Police! Michael Jackson. Hey, 4 piastres, le gros! Microphone électrique, 4 piastres. 4 Tout piastres! le monde était là. Oh. Queen of Exactement. the Stone Age! 4 piastres! 4 piastres! Fait que si vous voulez en savoir un peu plus sur le mouvement, justement, des Riot Girls, si vous voulez connaître d'autres bands marquants de ce mouvement-là, je vais placer un article très, très, très intéressant sur nos réseaux sociaux, le Pack-Sac, le balado. Bravo, Suzy! Bravo! Ah, ça joue, ça joue. Oh. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de H.H. Holmes. Holmes n'est en fait que l'alias le plus connu de Herman Webster Mudgett, né à Gilmanton en 1861, dans une famille dont le père est maître de poste, alcoolique et violent, et dont la mère est une fervente méthodiste. À 16 ans, il quitte la maison familiale et devient enseignant. À 18 ans, il épouse une riche jeune fille, Clara, qui va lui permettre d'étudier la médecine à l'Université du Vermont, et leur fils, Robert Lovering Mudgett, vient au monde l'année suivante, mais Holmes a déjà quitté son épouse, poursuivra ses études aux frais de cette dernière. Ouais, Holmes, c'est un peu un trou de cul. On cerne le personnage du gars que je vous parle, Okay. H.H. Il profite de l'argent de sa nouvelle blonde. Il s'en va étudier en médecine. Mais même une fois qu'elle l'a laissé, il l'a convaincu de payer la fin de ses études parce qu'elle avait commencé, puis qu'il venait d'une famille pauvre, puis il l'a manipulé, puis elle a payé le restant de ses études. Durant ses études, Holmes va avoir l'idée d'arnaquer une compagnie d'assurance avec un complice étudiant qui souscrit une assurance vie puis se cache. Holmes n'a plus ensuite qu'à voler un cadavre, le défigurer et l'identifier à la mort comme celui de son ami. Et oui, et tranquillement, ils ont fait cette manigance à quelques reprises, un peu partout. Ben, pas un peu partout, mais pendant quelques années, Holmes allait voir des amis à lui en médecine, parce qu'il étudiait la médecine, puis il dit « Hey man, on va faire une passe de cash. Prends-toi une assurance vie. Je vais trouver un corps comme toi dans une morgue, à l'autre bout de la ville, un gars qui est mort de whatever quoi, là, la peste, mettons. » Il défigurait à coups de hache d'en face, il mettait les vêtements de son ami, il mettait tous ses papiers. Fait que là, le docteur arrivait, puis à cette époque-là, c'était pas la même chose qu'aujourd'hui, puis il disait « Ah ben, ce cadavre appartient à, mettons, un tel. » Puis là, il se touchait 10 000 $, 5 000 $ chaque, qui à l'époque était énorme. Holmes obtiendra un diplôme d'assistant pharmacien en 1884 et fabriquera un faux diplôme du département de médecine pour pouvoir exercer en tant que médecin. Il pratique 1 an environ et part à Chicago pour exercer en pharmacie et faire des affaires dans l'immobilier. Avec tout son argent qu'il avait fait avec des cadavres, il s'est mis dans l'immobilier. Il a fait un faux papier de médecin, ce qui faisait en sorte qu'il pouvait avoir des contacts dans des hôpitaux avec des gens, dont des morgues, garder son petit crise de jeu. Et dans une pharmacie, ça, c'était un vrai diplôme. Là, à un moment donné, c'est là que ça devient fucking intéressant et creepy. L'exposition universelle de Chicago, qui avait lieu en 1893, allait être annoncée comme une poule aux œufs d'or pour les résidents. Holmes est bien décidé d'en tirer profit. Il s'associe en 1889 avec Benjamin Pitzel. Retenez le nom. Et tous deux font construire un grand complexe hôtelier et commercial. Ce qu'ils font construire, c'est un gros building au premier étage. Ils décident de transférer la pharmacie où ils travaillent, où la propriétaire enceinte a mystérieusement disparu, où lui, Holmes, dit à tout le monde « Ouais, elle est partie travailler à Los Angeles. » Ils construisent un énorme hôtel, et là, ça devient fucked up. Dans le bas, il met sa pharmacie. Aux autres étages, il change de contremaître à tous les 10 jours environ
en refusant de payer les matériaux, en disant que la personne n'a pas livré à temps, en changeant l'architecte aussi pendant. Il a fait le même coup aux architectes, en disant écoute, t'as dessiné, mais j'aime pas ça. Fait que ça fait en sorte que personne n'a été au courant de comment a été construit le fucking building. OK. Holmes construit un édifice de 3 étages que les gens du voisinage qualifieront de château car il comprend des tourelles et des créneaux. L'hôtel est construit par plusieurs équipes d'ouvriers qui, à chaque fois, comme je vous dis, ils refusent de payer même les salaires des gens. 1er juin 1892. Le Dr Holmes vend la pharmacie dans le bas et déménage au château qui est en haut. Et comme on dit, c'est là que la merde pogne les amis. Attends une minute. Les victimes de Holmes, des clients de l'hôtel, une fois piégés dans leur chambre, sont torturés, enfermés dans des chambres insonorisées, munis de lignes de gaz permettant de les asphyxier. Ben non. Oh, attends une minute. D'autres victimes étaient enfermées dans un énorme coffre-fort insonorisé où elles mouraient de suffocation. Les corps des victimes étaient jetés ensuite par des trappes vers le sous-sol. Holmes avait prévu 2 fournaises ainsi que des bacs remplis d'acide, des bouteilles de différents poisons et même un appareil de torture servant à écarteler. Pendant les 6 mois que dure l'exposition de Chicago, je veux dire de mai à octobre 1893, on enregistre 26 millions de visiteurs dans la ville. À chaque soir, l'hôtel de Holmes est plein à craquer. Holmes sélectionne sa clientèle, de préférence des jeunes jolies femmes qui n'ont pas de famille, de jeunes jolies femmes fortunées qui habitent loin de Chicago, qui n'ont pas de proches, parents ou amis dans la région. Quelque temps plus tard, Holmes quitte Chicago pour aller poursuivre sa passion d'arnaqueur au Texas. Il est brièvement incarcéré à Saint-Louis pour une arnaque, encore une arnaque qu'il a faite avec un cadavre. Il s'en va en prison, il se fait un chum en prison, il décide de dire à son ami « Hey, écoute, le chum, tu connaîtrais pas un avocat assez véreux avec qui je pourrais essayer de faire un passe-passe de cash avec un cadavre comme que je sais faire, puis il me sortirait d'ici, puis avec l'avocat que tu me présentes, moi, je te donne 500 $. Le gars lui dit « Ouais, pas de trouble. » Il présente quelqu'un, il réussit à sortir de prison. Une fois sorti de prison, il va rejoindre son acolyte, Benjamin Petzel, le seul ami que Holmes a eu, Benjamin Petzel. Il va le rejoindre, puis il lui dit « Écoute, il faut que je me refasse, tu sais, j'ai fait des arnaques, je me suis fait prendre, j'ai fait de la prison, je suis sorti, il faut que je continue ma vie. Ça me prend du cash, même. Fait que qu'est-ce que tu dirais qu'on te prenne une assurance vie à toi et qu'on fasse la même patente que je fais depuis le début à tout le monde? » Et Petzel est au courant que ce gars-là a torturé du monde dans son esti de maison avec plein de pièges. Fait qu'il dit à son ami Holmes, « Ouais, pas de trouble. Tu sais, hein, Mathieu, on aide un ami dans la dèche, hein? Tu sais, je veux dire, même si c'est un vieux meurtrier, tu dis, ben ouais, mon chum, qu'est-ce que tu veux? Mm-hmm. » Et Holmes lui dit, « Hey, Benjamin, on va te prendre une assurance vie à toi. On va la mettre à ta femme. Comme ça, si toi tu décèdes, ta femme va en hériter, puis moi, je vais m'arranger avec ta femme pour l'argent. » Fait que, OK. Fait qu'il dit, on va trouver un cadavre comme moi. Et là, il n'en trouve pas. Ils font le tour de la ville, ils font le tour des morgues parce que lui, il est docteur, puis il va voir dans des morgues. Fait Chris, Benjamin, je trouve pas de cadavre qui te ressemble. OK? Fait que qu'est-ce qu'il fait, tu penses, Holmes? Il tue son meilleur ami. Il a besoin d'argent, puis c'est un psychopathe. Il tue Benjamin Petzel. Il prend la femme de ce dernier, puis il la prend de côté, puis il lui dit, écoute, ma belle, ton chum, il a fallu qu'il se sauve parce qu'on a fait un arnaque. Il est allé se cacher à Montréal. Oui, notre ville a... oui, il est allé se cacher à Montréal. Donc, pas la même langue, loin de Chicago, difficile pour elle de rejoindre son copain. Fait qu'elle fait, OK, il y a un détective de la région de Philadelphie qui, lui, à un moment donné, commence à trouver ça louche, les arnaques. Puis, il reçoit un appel comme quoi il y a un gars dans une cellule de prison à Saint-Louis qui lui aurait dit, j'ai parlé avec un d'autre, il m'a jamais payé, il aurait tué plein de monde, puis il y a un château, esti, puis le détective se met à suivre Holmes. Et c'est là qu'il se rend compte que Holmes, il est plus crack qu'il pense parce que il a séparé les gens. Ils sont en cavale, tu sais, parce qu'il est parti avec l'argent de Petzel, il l'a tué. Il est parti en cavale sans savoir qu'il y avait un détective à ses trousses. Juste parce qu'il sentait que ça s'en venait, la merde, tu sais. Et pour pas se faire, pour pas être
tout seul, pour pas laisser des traces à lui tout seul, il avait séparé en 3 groupes. Sa femme dans une voiture, dans une voiturette, mettons en cheval, qui arrivait dans une ville, qui louait un hôtel ou une maison en son nom. Lui, il arrivait avec la femme de Benjamin Pidzel, en lui disant « Inquiète-toi pas, je m'occupe de toi, donne-moi l'argent, je vais te donner 500 $ du 10 000 $ qui nous a été donné par l'assurance de ton mari, l'arnaque qu'on a fait, mais il est en vie à Montréal, il est je vais te protéger. » Il décide de l'amener avec lui dans une autre adresse, mais mettons, il arrive à une place, ils sont les 3, là. La femme, la vraie femme à Holmes, la femme de Pidzel, et les enfants avec un gardien ailleurs. Et là, c'est là que ça devient fucking freak. Le détective qui leur court après se rend compte de la manigance de Holmes. Il fait Chris, il loue à 3 places différentes avec son même nom pour effacer les traces. Donc, il y a un doute que les détectives lui courent après. À un moment donné, ils reçoivent un téléphone. Ils ont trouvé le corps des enfants de Pidzel dans un four. Hein? Ouais, d'une maison qui avait été louée au nom de Holmes. Holmes, tranquillement pas vite, pendant qu'il se déplaçait de ville en ville pour se cacher, il mentait à la femme de son meilleur chum en lui disant « Tout est sous contrôle, tes enfants sont à telle place, sont en sécurité », mais il les assassinait tranquillement pas vite. On a retrouvé les enfants de Holmes, pas de Holmes, de Pidzel, dans un fourneau de maison. On les a retrouvés dans des coffres. Parce que c'est une bonne façon là, d'éliminer un corps, le mettre à 450. Et à un moment donné, en découvrant les corps, ils ont fait le lien avec Holmes. Ils ont fait, on tient notre gars. C'est le gars qui dit avoir tué des gens. On le suit. On trouve des enfants dans des fourneaux. On trouve des enfants dans des coffres-forts. Et pendant tout ce temps-là, la mère, elle ne sait pas. Puis lui, il lui ment. C'est clair que le gars est fucking freak. Donc, il décide de faire une descente. Il l'arrête. Et vient à savoir que c'est le propriétaire d'un hôtel. Donc, ils s'en vont à l'hôtel. Les enquêteurs découvrent des couloirs secrets. Okay, imaginez, il a fait construire ça, le gars, c'est un asti de malade mental. Les enquêteurs découvrent des couloirs secrets qui courent entre les murs, avec des trous cachés derrière des miroirs sans teint. Des lames du plancher recouvrent des contacts électriques branchés à un tableau indicateur installé dans le bureau de Holmes. Comme ça, lui, dès que quelqu'un marchait sur une lame de plancher, ça lui allumait que cette personne-là se déplace. Il y avait des endroits où les portes s'ouvraient sur un mur de briques. Il y avait des endroits où les escaliers ne venaient de nulle part. Il avait piégé tout son hôtel pour pouvoir juste tuer des gens à son plaisir, les jeter dans une fosse à vêtements. C'est comme un gros crise de bac. Il les pitchait de là du 3e étage jusque dans le 2e sous-sol en bas, où il les faisait disparaître avec de l'acide. Ils ont même retrouvé dans un bureau, il y avait plusieurs manettes pour alimenter du gaz. Fait que quand les gens allaient se coucher dans leur chambre, ils les gazaient. Ils allaient prendre le corps, ils les lançaient dans la fosse. Ça tombait jusqu'en bas. Lui, Pidzel disséquait les corps et les revendait sur le marché noir. Vendait le cerveau, vendait les poumons, vendait tout ce qui pouvait se vendre sur un corps humain, il le vendait. Et ce qui est plus freak, c'est que le squelette, il le nettoyait souvent et il le revendait à des écoles de médecine. Donc, pendant des années, les écoles de médecine aux États-Unis ont enseigné avec un gars ou une fille qui a été assassiné par Holmes dans son hôtel truqué. Et ils n'ont pas pu refaire le chemin pour retrouver tous ces cadavres-là qui ont été vendus sur le marché noir. Alors, Holmes a été inculqué du meurtre de Pidzel, son meilleur ami. Une fois sur place, il en a avoué 27 et a été pendu le 8 mai 1896. Il avait même reçu de l'argent des journaux pour dire « Écoute, peux-tu raconter ton histoire d'hôtel truqué où tu as tué des gens? » Puis il a fait « Oh, ouais, pas de trouble. » Lui, c'était un gars à cash. Fait qu'il prenait l'argent, il racontait son histoire. Et une année, il s'est mis à se tromper dans ses histoires. Il n'y avait plus le bon nombre de meurtres, il n'y avait plus le bon nombre de... Fait que là, les gens se sont mis à douter. Et une de ses dernières phrases, avant d'être pendu, ça a été que c'est un esprit démoniaque qui prenait possession de son corps pour assassiner des gens. Et, ça, c'est une excuse classique, là. Oui. The devil made me do it, là, tu sais, c'est... Mais dis-toi que lui, en 1896, il devait être d'un premier à la sortir. C'est lui qui l'a inventé. C'est lui qui l'a inventé.
Et ce que je trouve très cool, ben, fun fact. Fun. Le gars était fun, moi je trouve, dans cette situation-là, il a été pendu, cet homme-là a été pendu. Lorsqu'ils l'ont projeté en bas de la potence, sa nuque n'a pas cassé. Ce qui habituellement est commun. Avec un nœud coulant, ta nuque casse. Là, sa nuque n'a pas cassé. Et habituellement, quand ça arrivait à l'époque, il allait le chercher puis il le rependait pour pas que la personne souffre. Eh bien, Holmes, ils l'ont laissé agoniser pendant 15 minutes à se débattre au bout de sa corde en faisant « Ah ben, le nœud a mal été fait, mon chum, parce que c'est un accident. » You know what? Nah, sorry. C'est pas plus grave que ça. Déjà, par la suite, là, il a été accusé de 27 meurtres. Il est décédé. Plein de gens de son entourage, plein de gens, des fanatiques de H.H. Holmes aux États-Unis, se sont mis à enquêter sur les meurtres de cette époque-là. Tous les cas non résolus de jeunes femmes dans cette région-là. Aujourd'hui, à ce jour, il y a au-dessus de 200 meurtres qui lui sont attribués. Et là là. Ce qui en ferait le plus grand tueur en série de l'histoire des États-Unis. Oh my God! Et Mathieu, dans la série The Alienist, c'est après lui qu'il court. Saison 1 ou 2? Saison 1. OK. Ils ont subtilement, tu sais, il arrive à Chicago. C'est la saison 2, il arrive à Chicago dans un hôtel, puis tout est truqué. C'est un clin d'œil à H.H. Holmes. Et un autre fun fact aussi, il y a une rumeur sur Internet en ce moment. Je ne sais pas si elle est fondée, je l'ai trouvée sur 2-3 sites. Est-ce que ça a été fait? Est-ce que ça va être fait? Est-ce que ça a été tourné ou pas? Là, c'est sûr qu'avec la crise, c'est un peu spécial là, en ce moment. Il y aurait un projet en ce moment avec Leonardo DiCaprio dans le rôle de H.H. Holmes. Oh, wow! À l'écran, ce qui serait, oui, wow! Parce que, allez voir les photos de H.H. Holmes, on dirait que ça fitterait que ça soit DiCaprio, charmant, qui attire des femmes dans son hôtel, séduisant, médecin, pharmacien. Et puis, on n'a jamais retrouvé la propriétaire de la première pharmacie qui était enceinte, où il a travaillé, où il disait à tout le monde, elle est partie travailler à Los Angeles et personne ne sait était où, la fille. Et le gars, il a hérité d'une pharmacie. Vas-y, Mathieu. Un film avec Leonardo DiCaprio, ce serait fucked up si c'est réalisé par Martin Scorsese. Tu sais, un peu à la Goodfellas, là, avec la narration. Je le vois. Ça serait cinglé ou tu sais, on dirait que moi, j'aimerais, à l'époque, un jeune Jack Nicholson. Ouais. Et Jack Nicholson jeune aurait été cinglé pour jouer un rôle de... Mais t'imagines être comment faut que tu sois cinglé dans ta vie quand, en médecine, à l'âge de 18 ans, t'es déjà en train de faire des études sur le dos d'une fille que t'as charmée. Il y a une famille riche alors que toi, t'as été abusé, battu pendant ta jeunesse. Tu la séduis, tu lui dis « paye mes études », tu lui fais un enfant, tu t'en occupes pas. Parce que quand le gars, il est manipulateur pour dire à une fille « je m'occupe pas de notre enfant ». Deal with it. Mais tu payes mes études encore parce que tu es d'une famille riche. Mais c'est quand même un evil genius, là, tu sais. Ah ouais, c'est un evil genius, le gars. Hey, écoute, il a fait construire un building de 3 étages dans lequel il y avait une pharmacie. Il y a du monde qui allait s'acheter des pilules dans le jour et pendant ce temps-là, lui, il était en bas en train de disséquer quelqu'un qui venait de gazer. Il allait servir des pilules, il revenait. Ouais. Ils ont retrouvé dans des bacs d'acide dans son sous-sol des mottes de cheveux, des robes, des morceaux de corps humain qui ne savent pas c'est à qui. Mais son parcours n'est que suite de magouilles et des... Tout le temps, il a fait sa richesse avec ça. C'est fou! Il a fait sa richesse en vendant, en convainquant des gens. C'est-tu le manipulateur? Ouais. Moi, je te dis, hey, Suzy, prends-toi une assurance vie. Moi, j'ai accès à un corps qui te ressemble. Je vais... Hey, faut être cinglé, aller donner des coups de hache dans un visage pour plus pas qu'on le reconnaisse. À l'époque, c'est pas tout le monde qui a les empreintes digitales qui ont été faites. Je sais même pas si ça existait en 1896 de mémoire. Non. Je pense que oui. Mais ça devait pas être tout le monde qui était fiché comme aujourd'hui. Là, après ça... Je le Google à l'instant. Google-le pendant qu'on continue. Tu sais, aujourd'hui, on est fiché parce que quand on était petit, ils venaient à ton école te prendre les empreintes, là. Ah oui? Ah oui, on a tous fait ça, Mathieu. On est tous fichés avec des empreintes digitales. Eh bien. Et ce gars-là, toute sa vie a été une magouille. Et je trouve ça fantastique. OK, je vais le dire. Je trouve ça fantastique que... Tu sais, tantôt, tu disais le karma, Suzy. Ouais. Tu sais, t'as tué des gens. Violé, on ne le sait pas, mais t'as tué des gens de façon démoniaque. Et la journée où on te pitche en bas d'une potence, ta nuque, elle casse pas. Puis tu agonises pendant 15 minutes.
Pendant que tout le monde te regarde en faisant « On l'aide dessus? » Non, pas lui. Lui, non. Non, ça va aller. Non. Ça va aller. Ça va aller. C'est utilisé à des fins policières depuis 1891. Oh, tu vois, on n'était pas loin avec... Ouais. Ouais. Lui, il est mort en 1861, il est né. Donc, oui, c'est apparu à peu près dans ces années à lui. Ah, puis tu vois, le premier fichier d'empreinte digitale, c'est en 1901 à Scotland Yard. OK, c'est ça. Une fois que ça a été fiché dans les écoles puis que là, ils sont mis à prendre les empreintes de tout le monde. Mais, tu sais, comme lui, le 1er juin 1892, il avait déjà assassiné des gens. Il était en train de faire construire son hôtel avec ses magouilles. Mais t'imagines-tu? Le monde fait OK, mais on va... Tu sais, à cette époque-là, c'était pas la même chose qu'aujourd'hui. Là, il y a les... Fait que le gars arrivait pour faire, ben, j'ai construit tes affaires, tu me dois tant faire, ben, non, t'as livré en retard, j'ai pas eu les matériaux que je voulais. Tu t'engueules avec chacun de tes fournisseurs au point qui abandonne le projet, puis tu fais à toutes les compagnies à te faire construire un hôtel qui t'a pratiquement rien coûté, dans lequel tu as pu déjouer tout le monde. Personne ne sait comment il a été construit, mais qu'il y a des lignes à gaz que tu as fait amener là qui étaient pour X raison. Peut-être, il va y avoir une cuisine ici, puis finalement, c'est une chambre. Puis il avait son bureau. Fait que tu m'as dit comment est-ce que tout est prémédité? Le gars allait s'asseoir puis ça disait où la personne se déplaçait avec des lattes. Ça disait tout. Moi, je trouve ça cinglé, cette histoire-là. Quand je la connaissais, mais pas en détail, comme là, j'ai lu pendant une journée complète là-dessus. Puis je me disais. C'est fou, man. Il y a vraiment des hosties maniaques. Ouais. Fait que c'était mon oral de la semaine. Yeah! Bravo! Hey, on se sortira pas de cette classe-là sans devoir cette semaine. Oui. Le devoir de la semaine sera donc un film qui raconte l'histoire de deux hommes qui partent dans un camp de vacances à l'étranger, tout frais payé. Le film s'intitule All Inclusive, mettant en vedette le Québécois Jonathan Robert. Fuck you, c'est le pire film au monde. OK, là, on va aller en retenue, tout le monde, parce que je vais vous dire comment... Non, pour vrai, je peux pas dire ça publiquement. OK, on va en parler en retenue, effectivement. On s'en va en retenue, puis je vais vous raconter ce qui s'est passé sur ce plateau de tournage-là, pourquoi je dis que c'est la pire astuce d'affaires au monde. Parfait. Fait que bye tout le monde, nous autres, on s'en va en retenue. Merci d'avoir été là. Merci au petit blond de l'audio. Vincent Dargy, Rosie pour le dessin. Tout le monde, on vous aime. Merci beaucoup. Peace out, suivez-nous sur les réseaux sociaux. On est un peu partout, le Patreon, tout là, ces affaires-là. 3 piastres. 3 piastres retenu, ça coûte 3 $. T'es belle, Suzy, t'es beau, Mathieu, je t'aime. Bye les bonnes, à tout de suite.